une question complexe. Mais on va commencer par se demander de quoi parle-t-on ? C'est quoi les données agricoles ? Et on emploie souvent plein de termes techniques, data, données, big data. Mais qu'est-ce que ça recouvre réellement ? Et donc, je vais demander à Jérémy de nous donner son point de vue sur les données agricoles et ce que ça recouvre dans le secteur. Allô ? Oui, bonjour. Ouais. Donc, je suis Jérémy Vinstin, je suis donc fondateur de The Green Data. On est une société spécialisée dans la création de solutions autour de la data pour les entreprises de l'agribusiness, donc les coopératives, les banques, les assurances, l'industrie agroalimentaire, etc. Donc effectivement, quand on parle de data agricole, la big data agricole, c'est des mots qui ont fait la une de certains journaux spécialisés. Et on ne sait pas trop de quoi on parle, et pour une bonne raison, c'est qu'il y a beaucoup de types de données dans le secteur agricole. Moi, j'en vois trois différentes. Il y a d'abord un certain type de données qui sont les données des entreprises, en gros agroalimentaires ou des coopératives, etc., qui sont des données, on va dire, de type industriel, des données de flux, des données de produits agricoles. Et ce n'est pas des données qui sont très différentes des autres secteurs. C'est des données d'entreprise, c'est des données que vous allez trouver dans des ERP, dans SAP, dont je vois qui sont partenaires, etc. Donc vous avez ce type de données-là qui appartiennent aux entreprises et où il n'y a pas véritablement de gros problèmes de droit. Je parle sous votre contrôle, mais voilà, donc c'est plutôt des données assez standards. Ensuite, vous avez un deuxième type de données qui sont plus particulières au monde agricole, qui sont les données publiques. Le monde agricole est un monde où il y a énormément de données publiques, que ce soit parce que la recherche est publique, ou que ce soit parce qu'en Europe, on a effectué une traçabilité massive de tout un tas de trucs, des comportements en termes de culture. On trace toutes les vaches depuis 20 ans, etc. Donc il y a énormément de données qui sont des données qui sont hébergées par le secteur public, collectées et hébergées par le secteur public. Ça ressemble un peu au monde de la santé. C'est-à-dire c'est des données où vous ne savez pas trop à qui elles appartiennent. Et voilà. Et donc il y a beaucoup de types d'expertise là-dedans, la recherche institutionnelle, etc. Puis vous avez un troisième type de données alors, qui est très très particulier au monde agricole et qui vient du fait que la production agricole se fait par des agriculteurs indépendants, c'est les données des exploitations. Et alors là, là, vous avez encore plein de données. Pour le coup, il y a énormément de problématiques en termes de données personnelles. Mais finalement, la data agricole, c'est un peu ces trois mondes-là qu'il faut arriver à réunir pour arriver à mieux organiser toute la chaîne agricole. Voilà un peu ma vision. Très bien, merci Jérémy. Étienne, en tant que spécialiste des traces numériques et avocat, c'est quoi les grandes typologies de données et le régime qui est attaché à ces données ? Alors je vais reprendre ce premier triptyque qui distingue les données selon leurs sources. Je vais essayer de vous les décrire selon leur liberté d'usage. Les données publiques, on pense que parce qu'elles sont publiques, elles sont libres d'être utilisées, qu'on a besoin de l'autorisation de personne. C'était vrai jusqu'à il y a un mois, et il y a un mois, on a réformé le droit français à travers la loi pour la République numérique. On a réformé le droit français des données publiques. Et donc depuis un mois, ce n'est pas parce qu'une donnée est publique que c'est pour autant pas une donnée personnelle qui doit être encadrée dans un certain régime de protection. Elle a été rendue publique pour un motif de politique publique, d'intérêt général, de santé, de production agricole, de prévision. Mais les données publiques, c'est peut-être gratuit, mais ça ne veut pas dire qu'on peut en faire ce qu'on veut, et on aura l'occasion de rentrer dans ce sujet un peu en détail. Deuxième type de données, les données à caractère personnel, qui ont un revers de miroir, qui seraient les données anonymes. Je vous souhaite bon courage pour savoir quand vous pourrez utiliser une donnée qui vaut encore quelque chose quand elle est anonyme dans le régime des données personnelles. Une donnée personnelle, c'est une donnée qui indirectement peut se rapporter à une personne physique. Le numéro de série d'un tracteur peut être une donnée à caractère personnel s'il est associé au propriétaire du tracteur. Le prénom d'une vache peut être une donnée à caractère personnel si c'est la vache de Monsieur Martin. Et puis l'emplacement d'une parcelle cultivée peut être une donnée à caractère personnel parce qu'au cadastre, on sait à qui appartient cette parcelle. Donc je vous invite à réfléchir à la notion de données publiques et à la notion de données à caractère personnel pour envisager une collision qu'il faudra arbitrer pour savoir ce qu'on peut en faire, à qui elle appartient et ce qu'on doit ou non
demander un accord de celui qui est indirectement lié à une information peut-être publique, peut-être cadastrale, mais qui est une personne physique. Et sauf à ce qu'on nous démontre que c'est un chien ou un arbre, cette personne physique, elle a des droits. Et dans les autres typologies de données que je voudrais vous indiquer, il y a une typologie plutôt technique. Et cette brutalité de la donnée ou sa sophistication, elle va poser des questions de propriété intellectuelle, de droit de la concurrence et de secret des affaires. La donnée la plus brute, c'est celle qui sort d'une machine, elle est brute, elle n'est pas commentée, elle est telle que. S'ajoute une couche de commentaires pour décrire cette information, qu'on appelle une métadonnée. Par exemple, la métadonnée d'une photographie sur Facebook, c'est le prénom qui a été associé à cette photographie sur Facebook dans une reconnaissance de visage. Ou c'est un algorithme qui aura déterminé que cette photographie est celle d'un arbre plutôt que d'un visage. Donc la description d'une donnée, pour être très caricaturale, cette métadonnée, elle a déjà nécessité une certaine intelligence pour commenter l'information brute. Et finalement, pour mouliner de l'information dans des grandes bases de données, si on devait toujours aller à l'information brute et non pas à son commentaire, sa synthèse, celle qui permet de faire des filtres et autre chose que de lire à l'œil nu une information, cette métadonnée, l'intelligence qu'on a mis dedans appartient à un investissement et à une personne, et il faut savoir si elle est libre d'usage. Et puis une troisième catégorie de données, qui sont des données d'analyse, qui vont produire les statistiques qui vont créer de la valeur. Mais une donnée brute, commentée par des métadonnées, permet de mettre le nez dedans avec des systèmes automatisés qui vont, par des algorithmes, par une compréhension sociologique, technologique de l'objectif pour lequel on veut donner de la valeur à ces informations, vont permettre d'aboutir à des statistiques, à des valorisations. Et pour être très caricatural, à la donnée brute, c'est gratuit. À la métadonnée, à qui ça appartient. Et puis à la donnée analysée, ça porte toute la valeur. Et la question est de savoir si celui qui produit la donnée brute, il voit un jour l'once d'une possibilité de partager de la valeur. Très bien. Donc on a compris quelles étaient pour vous deux les typologies de données, et on suppose quand même qu'elles sont importantes. Et Étienne, tu viens d'évoquer la question de la valorisation des données. Peut-être je vais demander à Jérémy pourquoi il faut valoriser les données, comment, et qu'est-ce que ça permet de faire ou de ne pas faire en fonction de la valeur qu'elles auront attribuée avec cette chronologie de données brutes, métadonnées, algo et données valorisées. Oui, donc peut-être qu'avant de parler technique, il aurait peut-être fallu parler de vision. Voilà, donc projetons-nous dans un monde dans 5 à 10 ans où la donnée est partout en agriculture, elle est partout dans les filières agricoles, elle est à la ferme, elle est dans les coopératives, elle est chez les industriels, elle est chez les compagnies d'assurance, elle est partout, elle est échangée, elle permet de collaborer, elle permet de mieux travailler, elle permet d'assurer plus de transparence entre les acteurs, elle permet de mieux définir des prix, elle permet de mieux anticiper des crises, et elle permet de, en gros, générer de l'interaction entre les différents acteurs. Moi, il y a une métaphore que j'aime bien pour parler de la donnée, c'est l'aviation civile. Si vous regardez la façon dont travaille aujourd'hui l'aviation civile, vous avez des aéroports, des tours de contrôle, des pilotes, des passagers, des compagnies aériennes, des avions, des fabricants d'avions, etc. Bon, c'est mondialisé. Vous pouvez décoller à Tokyo, vous arrivez à Paris, vous savez que vous avez une place passager, vous aurez un repas dans votre avion, vous arrivez, la tour de contrôle vous prend en charge, etc. Il y a un flux de data qui est absolument monstrueux dans l'aviation civile. Réfléchissez, vous pouvez acheter la veille un siège et vous aurez un repas chaud végétarien. C'est quand même un truc de dingue. Bon. Et en même temps, le tout dans un process qualité de traçabilité et de prix et d'optimisation qui est extraordinaire. On pourrait tout à fait imaginer que l'agriculture, ça devienne ça d'ici, alors ça a mis 50 ans dans l'aviation civile, peut-être ça mettra moins dans l'agriculture, mais on pourrait imaginer que ça devienne ça, c'est-à-dire une agriculture collaborative à l'échelle mondiale, avec des données qui sont partagées partout, entre les utilisateurs, entre les producteurs, entre les transformateurs, etc., pour qu'il y ait plus de... jusqu'aux consommateurs d'ailleurs, hein, il ne faut pas oublier, hein, pour qu'il puisse y avoir des échanges, des flux, de la transparence, etc. Je ne sais pas si demain, on pourra acheter son poulet à livrer dans 1 heure à à une ferme, madame machin, et que tout soit transparent, etc. Mais on pourrait imaginer qu'on puisse aller vers ça.
Voilà. Donc, une fois que j'ai dit ça, à quoi sert la donnée? On le voit bien, ça sert à énormément de choses. Ça sert à collaborer entre les différents acteurs. Et aujourd'hui, franchement, enfin, moi qui ne viens pas du monde agricole, s'il y a un truc dont je suis effaré, c'est l'absence de partage de données entre les différents acteurs. C'est-à-dire que vraiment, tout le monde travaille. Voilà, les données, on va les chercher sur le terrain, à la main. C'est terrible, quoi. Il n'y a absolument aucune fluidité dans le partage des données. Donc c'est mieux collaborer. Et puis, évidemment, faire tourner des algorithmes pour que tous les acteurs de toute la chaîne alimentaire puissent optimiser ce qu'ils font, la façon dont ils travaillent. Donc ça commence dans la ferme, mais c'est aussi au niveau de la région, de faire de la collecte de produits alimentaires, de pouvoir les transformer de manière optimisée, de pouvoir prendre des bonnes décisions pour éviter le gâchis qui, quand même, je le rappelle, est de l'ordre d'à peu près 50% sur toute la chaîne alimentaire. Et ça vient aussi de quelque chose de fondamental dans l'agriculture, c'est qu'il y a énormément d'incertitudes. C'est que c'est très difficile de contrôler ce qui se passe à cause des incertitudes climatiques, à cause des incertitudes en termes de production. Et donc, la data va permettre aussi ça, de mieux maîtriser ce type d'incertitudes. Jérémy, ta société s'est justement créée sur la valorisation et tu aides un certain nombre d'acteurs pour valoriser leurs données. Et en fait, selon toi, quelles sont les options pour valoriser les données? Quels sont les modèles économiques derrière, à la fois pour les startups, pour les coopératives agricoles, pour les industries agroalimentaires? Voilà, comment tout ça s'organise d'un point de vue économique, en termes de valeur et d'utilisation des data? Alors, il y a la data dans le secteur de l'agriculture, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des parties qui sont originales, innovantes, jamais vues, et puis il y a des parties qui sont assez banales. Créer de la valeur sur des données qui sont dans des entreprises, tous les secteurs font ça. Je veux dire, voilà, la data science dans le transport, dans le voyage, etc. Bon, ça, c'est, je veux dire, évidemment, il y a de la valeur à créer, optimiser la productivité, etc. Ce qui est très original dans l'agriculture, c'est ce qui se passe en amont, en termes de données. Moi, je ne crois pas à l'ubérisation de la donnée des agriculteurs. Je ne crois pas qu'il va y avoir un acteur dominant comme Google qui va venir et qui va récupérer toutes les données de tous les agriculteurs, comme ils ont réussi à le faire pour les consommateurs. Je pense que ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs. La première, c'est que les données, elles existent déjà, qu'il y a beaucoup d'acteurs et que les données agricoles, elles ont souvent du sens localement. Par exemple, les données du lait de Bretagne, ça a du sens en Bretagne. Ça n'a pas beaucoup de sens en Savoie. Ça n'a pas beaucoup de sens en Russie. Donc, les données qui font du sens au niveau de la production et de la collaboration au niveau régional, elles ont un sens régional. Dans le monde de la data, c'est très nouveau, hein, parce que d'habitude, en général, la data n'a pas de frontières, etc. Là, je pense qu'on est dans le cas d'une industrie où la data en amont doit s'organiser au niveau régional. Voilà. Il doit y avoir des lacs de données régionaux avec des acteurs qui se mettent en commun et qui mettent en commun leurs données au niveau régional. Bon. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, dans l'agriculture, il y a beaucoup de données qui sera très difficile pour un acteur, un nouvel entrant, d'aller chercher. Autant sur le web, on arrive à collecter à peu près tous vos comportements, autant sur le terrain, c'est très difficile de collecter tous vos comportements. Vous avez beau envoyer des drones, vous avez beau envoyer des satellites, vous avez beau envoyer des gens sur le terrain, c'est très difficile d'identifier les comportements des gens. En particulier, il y a beaucoup de choses qui vous échappent. La dimension sanitaire, les pratiques, les bâtiments, c'est quand même la vraie vie, quoi. Et donc, ça va être compliqué pour un acteur comme ça, majeur, de tout embarquer. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut se résoudre à l'idée qu'il va falloir collaborer au niveau régional pour mettre en commun les données, peut-être dans le cadre de structures innovantes qu'on n'a jamais vues encore, des coopératives locales de données, des lacs locaux de données, des choses comme ça, et qui seront en partie gérées, gouvernées par les agriculteurs eux-mêmes. C'est un peu de l'autogestion régionale, si vous voulez. Voilà. Moi, c'est un peu comme ça que je vois l'avenir de la gestion de la donnée. Mais pourtant, il y a des gros acteurs, on a parlé ce matin, qui se sont lancés sur la data, qui sont devenus des géants et qui ont bien envie de récupérer toutes les données.
et d'en faire un vrai business comme... Mais pour l'instant, je ne vois pas de grande réussite dans ce secteur. Donc il y a eu la bulle Monsanto rachète Climate Corp, hein, qu'on a tous vu. Voilà, 2013, ils rachètent $1 milliard Climate Corp. Bon, bah écoutez, aujourd'hui, Ok. ça n'a pas marché. Et comme tout à l'heure, Étienne l'a laissé entendre, en fait, peut potentiellement être une donnée personnelle parce que toute donnée qui se rattache directement ou indirectement, c'est la nouvelle définition du règlement européen qui encadre les données personnelles, peut être une donnée personnelle. Et en fait, on sait aujourd'hui qu'un des plus grands détenteurs de données personnelles, c'est des sociétés digitales comme Google, hein, comme les GAFA pour ne pas les nommer, et d'autres ici présents qui ont une vraie expertise sur la data, sur leur valorisation. Et au final, est-ce que c'est vraiment différent de valoriser la data agricole? Toi, tu penses que oui, tu as laissé entendre que oui, que de la data des transports, d'une voiture. Est-ce que en fait, valoriser de la data dans une voiture d'un particulier, c'est pas un peu similaire d'un tracteur? C'est totalement différent puisque, en gros, dans une voiture, vous pouvez mettre des capteurs partout, vous pouvez contrôler très exactement tout le comportement des gens. Vous pouvez modéliser les gens dans leur voiture. Hein, il y a énormément de paramètres qui remontent, etc. Mais dans une ferme, c'est très très compliqué de faire ça. Et en plus, il y a trop de paramètres qui échappent à la notion de capteur. Tout le monde parle des capteurs. Bon, c'est bien les capteurs, mais à un moment, il y a beaucoup de choses. Moi, à mon avis, il reste encore beaucoup de choses qui échappent à la notion de capteur, déjà, premièrement. Deuxièmement, avant que quelqu'un arrive à placer des capteurs partout et à capturer pour son propre compte l'intégralité des données qui remontent des capteurs, moi, j'attends de voir, hein, honnêtement. Hein, sur le web, évidemment, sur le web, il suffit de poser des cookies, les transactions sont extrêmement simples, on peut suivre les gens dans tout leur comportement. Bon, c'est un environnement qui est extrêmement fermé, cloisonné, et d'une certaine façon qui est simple. C'est vous, devant votre écran, vous interagissez, bon, voilà. Dans une ferme, moi, je n'arrive même pas à concevoir le scénario qui ferait qu'on arriverait à capturer l'intégralité. Même Farmer Business Network, moi j'étais aux États-Unis il y a 15 jours, j'ai rencontré Farmer Business Network, donc, qui est un outil qui est adressé aux agriculteurs dans le but de collecter des données des agriculteurs et collecter la connaissance des agriculteurs, mais eux-mêmes admettent qu'ils ont une vision qui est extrêmement parcellaire de ce que c'est qu'un agriculteur. Ils ont une vision de ce que l'agriculteur veut bien leur dire sur le web. Ils n'ont absolument aucune idée du reste, c'est-à-dire ni de ce qu'ils font, ni de combien ils achètent d'intrants, de trucs, enfin, ça reste quand même des environnements qui sont très très incertains et très artisanaux. Enfin, une ferme, c'est difficile à modéliser. D'accord. Mais il y a déjà des données quand même qui sont collectées et qui sont transformées, qui sont valorisées. Donc là, je vais plutôt m'adresser à l'avocat spécialiste. Quelle est la gouvernance pour ces données et leur valorisation? Et est-ce qu'il y a des garde-fous à appliquer pour l'exploitation des données, notamment en amont pour les agriculteurs et puis ensuite pour tous les acteurs de la chaîne? Mais chez Renaissance, dans notre livre blanc sur l'agriculture connectée, on s'est beaucoup posé la question de la valeur et de la dispersion de la valeur au fur et à mesure qu'il y avait de nouveaux acteurs sur la chaîne de distribution. Et donc là, si on considère que la donnée, c'est le nouvel or noir, comment faire, d'un point de vue plutôt juridique, pour mettre des garde-fous pour pas que la donnée se disperse quand elle est traitée? Il y a 3 instruments aussi vieux que le monde, le contrat, la loi ou le contentieux. Merci Étienne, ma question était nulle. Non, je vais commencer par le contrat. Il y a une omerta sur les contrats aujourd'hui. On nous dit oui, bien sûr, l'agriculteur il donne son accord pour que les données soient prises sur son matériel agricole ou au-dessus de son exploitation quand il fait voler un drone. On a essayé d'obtenir une copie d'un contrat pour aujourd'hui. Des semaines de demandes, des dizaines de personnes interrogées. On n'a pas eu une copie de contrat. Mais on se dit que la bien-pensance préside à demander le consentement de l'agriculteur. Pour moi, la voiture la plus connectée au monde actuellement, c'est une moissonneuse-batteuse, ce n'est pas une Tesla. Le lieu, la température, l'hygrométrie, le poids.
On est au cul de la poule, on est au grain de blé, tout de suite ça part. Est-ce que c'est entre les mains du constructeur du matériel agricole ou est-ce que c'est entre les mains de l'agriculteur? Ben, les contrats, si vous assumez qu'ils disent quelque chose de clair pour dire que ça appartient à l'agriculteur, montrez-les nous, mais on n'en a pas vu. Deuxième étape, la loi. Si j'exploite des données et que je leur apporte une valeur, j'ai investi pour l'exploiter et j'espère bien me rémunérer avec la valeur que je vais produire. Je vais invoquer des droits de propriété intellectuelle sur toute la mécanique informatique que j'ai mise en place pour générer cette valeur. Mais une donnée, ce n'est pas un poème de Ronsard. Il n'y a pas beaucoup de droits d'auteur dans une donnée ou dans une analyse de données ou dans un code logiciel. Dans un code logiciel, oui, mais dans la donnée produite par ce logiciel, il n'y a pas beaucoup de droits d'auteur. Donc celui qui pense qu'il va pouvoir s'approprier de la valeur sur le terrain de la propriété intellectuelle, s'il édite des logiciels, oui, mais les informations moulinées par ces logiciels et la valeur qui sera accordée par ces logiciels à ces informations ne sont pas protégées par un droit de propriété intellectuelle. Elles ne peuvent être protégées que par une obligation de secret, une clause de confidentialité, un secret des affaires qui va déterminer avec qui cette information peut être partagée et à combien je vais la vendre. Soit c'est gratuit, soit c'est payant, et avec qui je commerce les données. La loi, donc, n'offre pas de recours sur le terrain du droit de la propriété intellectuelle. Qu'est-ce qui nous reste? Le secret des affaires ou les clauses de confidentialité, ou le droit de la concurrence? Le droit de la concurrence n'est là que pour réparer des abus sur des marchés qu'on a identifiés. Quand on veut réparer un abus sur un marché de la data, c'est qu'il est trop tard. C'est que l'acteur de cet abus, il est transatlantique, aucun régulateur ne peut l'apprécier d'un côté et de l'autre de l'Atlantique plutôt que ou de l'autre de l'Atlantique, et qu'il est trop tard. Alors je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a une très grande différence entre la valorisation des données de consommation d'un individu et la valorisation des informations professionnelles. Ça prend beaucoup plus de temps à agréger au début. Donc, les organisations régionales que tu appelles de tes voeux, je pense qu'elles sont absolument nécessaires, mais qu'en revanche, elles ne nourrissent pas la vision et le coup d'après. Elles sont nécessaires parce que c'est par là qu'il faut passer pour trouver un intérêt direct dans le secteur agricole, pour que l'information soit produite et répondre aux attentes des agriculteurs, des coopératives et des industriels qui sont en lien direct avec ces coopératives. Là, on est en train donc de créer des niches où l'information va être produite. Elle va être produite avec une part de publicité. Celui qui agrégera le moment venu la part de ces informations rendues publiques, pas par obligation, mais par production sectorielle, et qui arrivera à leur trouver une valeur, il saura donner un sens à la production laitière en Savoie et celle en Bretagne. Un sens climatique, un sens de terrain, ou un sens de réseau de distribution, ou de logistique et de consommation de carburant, mais il saura leur donner un sens pour comparer les tournées en Savoie aux tournées en Bretagne et savoir quel est le temps de route, par exemple. Celui-là, il pourra servir un constructeur automobile. Celui-là, il pourra servir un assureur. Il pourra fournir une information qui aura de la valeur pour une personne qui n'est peut-être pas dans le monde agricole, mais qui intervient dans la chaîne logistique. Ce que je veux dire, c'est que si à chaque fois que quelqu'un s'est dit « j'ai un petit donjon de données et c'est bon, je les maîtrise », s'il avait eu raison avec le temps qui passe, on le saurait. On a 20 ans d'histoire aujourd'hui sur la valorisation des données de masse. Je peux vous dire que quand Renault met des brevets sur la communication et la connexion d'un véhicule avec l'extérieur pour savoir si le constructeur est le seul à savoir ce que fait la voiture, ben, ils s'aperçoivent qu'un jour on monte un pneu Pirelli équipé d'un GPS sur un pneu et le pneu en dit autant sur la voiture que ce que dit le tableau de bord sur la voiture. Et pourtant c'est un fabricant de pneus et le constructeur automobile s'y est pas attendu. Donc se faire prendre sur le côté par quelqu'un qui aura une meilleure idée pour valoriser l'information, c'est une règle en matière de données. Ce n'est pas une intuition, c'est une règle. On se fait prendre sur le côté. Moi, dans la vision que tu appelles de tes voeux, la question que je me pose, c'est, une fois qu'une information a été produite de manière régionale, dans des conditions hétérogènes, et finalement, on a essayé d'aplanir l'hétérogénéité des sources, des usages de l'information. Là arrive un second marché, tout nouveau, et qui appartient à des acteurs qui fournissent un savoir-faire gratuit. Personne ne va se plaindre d'avoir une amélioration de la qualité de son analyse grâce à un savoir-faire gratuit. C'est là qu'intervient la consolidation. Quand la donnée devient web, elle devient partageable. Pour l'instant, elle est dans des systèmes informatiques hétérogènes qui commencent à s'homogénéiser. Et puis ensuite, même si ces systèmes informatiques ont été équipés, financés par des personnes qui espèrent en tirer des fruits, il y a un moment où elles auront besoin d'un autre prestataire qui leur permet de comparer d'un secteur à l'autre
il y a un endroit de la filière à un autre. À partir du moment où on s'ouvre, parce que c'est tout l'intérêt de la comparaison, et une analyse en comparaison, c'est l'histoire personnelle, c'est là que l'information commence à se partager. Et c'est là où on peut lui apporter une autre valeur. En termes économiques, oui, ça crée de la valeur. En termes juridiques et éthiques, je pose la question de savoir si aujourd'hui, on sait ce qui restera entre les mains d'une coopérative ou d'un agriculteur dans 10 ans sur l'exploitation des données. Et si la question se pose aujourd'hui, on peut poser un jalon aujourd'hui qui n'a pas été forcément posé en temps de la consommation. Pourquoi les contrats sont-ils silencieux? Parce que l'accord de l'agriculteur, c'est le fait d'avoir signé un contrat, il ne sait pas avec quoi il est d'accord. Il peut retirer son accord sur le partage des données, formidable. À partir de quel moment la pression sur la valeur des données va être telle qu'on dira à un agriculteur ou à une coopérative agricole, je te préviens, si tu retires ton accord sur le partage de l'information, tu ne bénéficieras plus de tel ou tel avantage. Quand est-ce que ça va intervenir? Dans la négociation de la prochaine étape contractuelle. Et là, on aura trouvé à valoriser les données, celui qui va établir la source sera exclu d'un régime économique dans lequel cette source a produit de la valeur et pour y participer, il faut qu'il partage. Moi, je veux bien croire aux grandes coopératives de données, comme on peut croire aux coopératives de production agricole, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut maintenir un lien entre celui qui produit le produit et celui qui produit la valeur de l'information. Ce lien, il est contractuel, il n'est pas suffisamment contraint par des contraintes légales pour qu'on puisse promettre demain aux agriculteurs qu'ils ne sont pas un chien ou un arbre. Donc quand on parle du consentement à la source, et surtout peut-être du partage en aval, ça s'écrit ou alors c'est un mensonge. Et pour l'instant, ça n'est pas écrit. Merci Étienne. On en arrive au partage et donc la question de l'open data. J'adore. Et ben voilà, si Jérémy adore. Donc moi je suis plus utopiste que les avocats en général d'ailleurs. Hein. Comment? C'est mon côté juriste. Non mais c'est sûr, tu as raison. Voilà. Donc effectivement, alors là où je suis tout à fait d'accord, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir des contrats en amont, il faut avoir pensé toute une chaîne de création de valeur sur la data. Hein, c'est-à-dire, on collecte la data, on la met où, elle appartient à qui, on la stocke comment, quels sont les problèmes de gouvernance qui sont associés à la data. Si je reprends l'exemple de mon lait en Bretagne, parce que c'est un sujet que je connais bien, que j'aime bien en plus, voilà. Donc vous avez des éleveurs bretons qui font du lait. Bon, ils ont plein de données. On sent bien que il y a un moment, ces données vont pouvoir avoir de la valeur, elles vont pouvoir avoir de la valeur transactionnelle. Donc, il y a un scénario qui est, demain, toute la valeur est captée par de gros méchants qui utilisent cette donnée-là pour contraindre les éleveurs à leur donner les données, sinon ils ne prendront plus leur lait, et à imposer des prix, etc., avec une relation de force très, très dissymétrique, et où la donnée, en fait, ne fait que renforcer cette asymétrie des rapports de force. C'est un scénario possible, voilà, moi c'est pas celui auquel j'espère, mais on pourrait imaginer effectivement que demain, la data soit l'expression de l'asymétrie des rapports de force. On peut aussi s'imaginer que le monde agricole, par sa nature coopérative et pragmatiques, s'organisent, comprennent la valeur de la donnée à long terme et créent au niveau régional des organisations dédiées à la gestion de la donnée, des banques de données typiquement, des lacs de données sur lesquels on va asseoir une gouvernance intelligente, des choses qui seraient à mon avis extrêmement innovantes dans le monde de la donnée. Je parle sous ton contrôle, mais je n'ai jamais vu ça dans le monde des consommateurs. Dans le monde des consommateurs, on s'est juste fait piller, pomper l'intégralité de nos données, et on le fait encore aujourd'hui en chantant, sans jamais avoir la moindre rétribution de quoi que ce soit, sauf peut-être le droit d'être retargeté 15 fois par jour par des algorithmes extrêmement performants. Je n'ai jamais vu l'once de la valeur de la donnée que je donne à des tiers. On ne s'est jamais organisé, il n'y a jamais eu d'organisation de consommateurs qui permettent de dealer sur des grosses quantités de données. Dans le secteur agricole, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver parce que, premièrement, c'est très territorial, donc c'est des gens qui se connaissent, c'est des gens qui sont là depuis longtemps et pour longtemps. C'est des gens qui, en général, se font confiance, c'est des gens qui ont une vision qui va au-delà d'une pure vision, je dirais, financière. Il s'agit vraiment d'organiser des filières à des niveaux régionaux. Il y a un impact territorial qui est important. Et donc, moi,
je pense qu'on pourrait voir émerger des choses très innovantes, des plateformes régionales qui sont gouvernées par des agriculteurs, des sortes de coopératives régionales, et qui puissent permettre de réguler la collecte, le stockage, la création de valeur. Et très honnêtement, ça commence à exister. Voilà, ça commence à exister, en particulier dans les céréales. Il commence à y avoir ce type d'initiatives qui sont quand même très intéressantes et très innovantes et qui posent des problèmes juridiques, à mon avis, tout à fait nouveaux. J'espère que ça se passera. Pour moi, cet objectif, il passe par une méthode. Et la méthode, c'est fermer l'information en pensant qu'on va en rester propriétaire, c'est une chimère. Accepter le partage, c'est accepter la création de valeur et s'y engager. Mais partager en pensant que gratuit, c'est bien pour commencer, on verra le prix plus tard, c'est une erreur. Même une chose gratuite, vous devez en déterminer le périmètre d'usage. C'est comme ça que vous aurez encore la main demain quand il y aura un prix au partage de l'information. Et donc écrire quelque chose, même quand c'est gratuit, ça ne sert pas à rien. Ce n'est pas un contrat gratuit pour faire plaisir à un juriste, c'est préserver l'avenir. Merci beaucoup Étienne. Moi j'aime bien ces 2 dernières notes parce qu'elles sont optimistes et positives. Et je pense qu'on pourrait encore en débattre des heures. D'ailleurs, pour préparer la table ronde, on a passé 1h30 en call avec Jérémy et Étienne à refaire le monde de la data agricole et on n'avait pas fini. Et c'est passionnant, surtout pour des ex-webeux ou toujours à moitié dans le digital et nouvellement dans l'agriculture. Je vous remercie tous les deux. Je vous demande de les applaudir chaleureusement.